L'autre jour, j'entendais un débat sur Sartre et ce que deviennent ses idées, sa pensée. Et alors est apparue une idée bien connue, qui n'est pas forcément de lui, l'idée que l'homme est condamné à être libre, et cette liberté le met dans l'angoisse. Voilà. Et je me suis demandé en écoutant, d'abord j'ai essayé de faire le lien direct entre liberté et angoisse. La liberté, qu'est-ce que c'est? Apparemment, un premier niveau, c'est l'absence de contraintes. Donc l'absence, vous ne butez pas sur des contraintes, chaque fois vous êtes libre. Voilà. En réalité c'est plus subtil, mais admettons. Et l'angoisse c'est quoi? C'est a priori l'absence de repères. Quand vous n'avez plus de repères, imaginez, il n'y a même plus d'horizon, plus de références, et vous êtes angoissé, vous ne vous y retrouvez plus, vous devenez étrange à vous-même, etc. Et du coup, on comprend mieux comment certains peuvent faire communiquer liberté, absence de limite, et l'angoisse, absence de repères, donc de limites. Ça communique. En réalité, c'est plus compliqué, parce que la liberté, ce n'est pas que l'absence des limites, c'est la confiance dans certaines limites qui existent pour que vous puissiez avoir des mouvements beaucoup plus amples et plus ouverts, plus libres. Vous comprenez? Si par exemple vous êtes confiant que la loi vous protège, que vous n'êtes pas dans un monde de chaos, vous pouvez bouger davantage, vous pouvez entreprendre des choses, vous pouvez vous sentir plus libre. Si vous avez un chez vous, vous rentrez. Si l'enfant dans le jardin public, il a sa mère et il a confiance dans cette présence, il peut s'éloigner. S'il n'a pas confiance dans sa présence, il a beau lui dire va jouer là-bas, il revient. Il est tiré par un fil. Donc la liberté, c'est l'existence d'une loi qui vous donne suffisamment confiance pour que vous soyez et vous exprimiez toutes vos capacités, votre création. Et l'angoisse, en réalité, ce n'est pas que l'absence de repères, c'est une absence de repères avec l'appréhension que des repères mauvais peuvent s'infiltrer là-dedans, que des lois mauvaises, que des contraintes, des intentions même mauvaises peuvent perturber, peuvent vous égarer. Sinon, si vous êtes dans un truc où vous ne vous repérez absolument pas, vous pouvez être dans la contemplation. Vous pouvez être, tiens, c'est un truc, ça j'ai jamais vu. Voilà, vous pouvez être ébloui. Donc, c'est pas tout à fait ce qu'on a dit au début. Mais en réalité, ma question était la suivante. Ces gens qui parlent de liberté, d'angoisse surtout, qui ont-ils entendu pour comprendre ce que c'est que l'angoisse? Ils ont pensé, des philosophes, Sartre et d'autres, ils ont Heidegger, ils ont pensé à leur expérience intérieure de l'angoisse, très bien, ou de quelques proches, ou de ce qu'ils ont observé. Ils n'ont pas entendu des gens angoissés. Ils n'ont pas partagé avec des patients. Bref, ils n'ont pas eu une clinique où ils peuvent vérifier ce qu'ils comprennent de l'angoisse à partir d'un échange de paroles de quelqu'un qui est pris dans l'angoisse et qui peu à peu s'en dégage à mesure qu'il conquiert certaines choses. Comprenez, qui ne sont pas seulement la capacité de choisir, ça va beaucoup plus loin, c'est la capacité d'exister, l'autorisation d'exister. Et donc, il y a tout un travail clinique sur l'angoisse qui leur échappe totalement et qui leur fait dire des choses un peu massives. L'angoisse, c'est le lot de l'homme, dès qu'il naît, dès qu'il est mis au monde, il est dans l'angoisse. Mais non, il y a une angoisse qui est névrotique, qui est que quoi qu'on fasse, on se trouve manipulé et ramené à quelque chose qui nous échappe et qui est toujours le même. C'est un symptôme, et on voit qu'on ne peut pas s'en dégager. L'angoisse que ça donne, c'est différent de l'angoisse que peut donner un désir qui va loin
et dont on ne sait pas jusqu'où il peut mener. C'est une angoisse différente qui peut même comporter une certaine jouissance. Et ça n'a rien à voir avec l'angoisse de l'obsessionnel qui n'arrive pas à choisir, parce qu'il est en fait partagé entre deux objets dont aucun n'est le vrai objet de désir. Donc lui, il est pris dans une compulsion, un autre symptôme, et ainsi de suite. Et je me suis dit que, décidément, la psychanalyse avait fait un sacré travail qui est, au lieu de laisser parler un sujet abstrait, voilà, ils ont lu un passage de Sartre où il disait que détruire l'objet, c'est se l'approprier, que celui qui brûle une grange, pendant qu'elle est en train de se détruire, elle devient lui, etc. J'ai dit, mais est-ce qu'il a entendu un pyromane? Est-ce qu'il a entendu... C'est un discours abstrait. La psychanalyse a fait un travail énorme sur le fond de ce décor d'abstraction. Elle a implanté la parole d'un être vivant, d'un sujet, d'un patient qui souffre et qui se cherche, et d'un analyste qui l'écoute et qui cherche les passages, les interprétations, les constructions. Et en mettant ce jeu, J-E, et dans tout ce jeu de la vie, elle a donné un horizon immense, y compris à des concepts philosophiques qui tournaient un peu en rond. Bref, elle n'est pas l'ennemie de la philosophie, mais elle brasse toutes les choses de la philosophie d'une manière qui est garantie par l'expérience vivante d'au moins 2 individus. Mais il y en a des millions.